Vraiment un très beau témoignage. Merci Thierry de l'avoir recueilli. Merci beaucoup. On va prendre, si vous voulez bien, suite aux 2 interventions et la vidéo que vous venez voir, quelques questions, à Ariel, heu, ou à Thierry sur, une remarque, ce que cette vidéo vous fait penser. Oui, et les micros? Micro? Ah, faites-moi votre plus belle voix alors. J'ai trouvé depuis ce matin les interventions très intéressantes, très contente aussi, et en l'occurrence effectivement ce document. On est en train un petit peu de parler aussi des TDA, sujet que je commence un petit peu à prendre connaissance depuis quelques semaines. Et j'ai quelques contacts avec des gens qui travaillent dans la diététique et l'alimentation, et il y aurait effectivement une relation assez directe entre le microbiote, ce qu'on appelle donc, le système de l'alimentation, la digestion, etc., et qui aurait des conséquences non négligeables et en relation avec justement les hypersensibilités, les émotions, etc. etc. Donc est-ce que nous allons parler un petit peu de ce sujet-là? Est-ce que vous avez des éléments de réponse? Oui, c'est une excellente question. Alors d'abord sur le TDAH, alors il y a des gens de TDAH Aquitaine, malheureusement il se trouve que par la coïncidence des agendas, la journée nationale de TDAH France est à Paris aujourd'hui. Et donc il y aurait dû avoir normalement plus de responsables de TDAH France, mais en tout cas sachez qu'ils sont là, ils sont dans les régions, ils sont à votre disposition. Alors avec une petite parole d'attention, c'est que les rares spécialistes sur le TDAH sont encombrés par des gens qui sont plutôt de l'autre côté de la courbe de gauche ou au milieu, parce que quand vous avez un TDAH fort et que vous avez une intelligence moyenne, vous êtes totalement arrêté dans votre vie. Vous n'avez plus de boulot, vos enfants ils sont plus scolarisés, et donc comme c'est devenu une cause nationale par la Haute Autorité de la Santé l'année dernière, grâce notamment à l'énorme travail de Michel Simès sur France 2 et puis de Christine Gétin, la présidente de TDA France. L'OMS a enfin écrit quelque chose sur le sujet. Le DSM-5, donc, qui est la 5e édition de la Bible des psychiatres dans le monde, en parle seulement, il consacre 4 pages donc à ce qui s'appelle en anglais le ADD, quand il n'y a pas d'hyperactivité, ou ADHD. C'est vraiment un sujet très nouveau et très peu de spécialistes compétents. C'est un vrai enjeu qui était remonté au ministère de la Santé, un vrai enjeu de santé publique. Alors, il faut savoir d'abord qu'il y a une dimension génétique. Comment ça se passe en fait? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Vous avez reçu des gènes qui ne sont pas parfaits. Bienvenue au club. Et en gros, on fabrique tous de la dopamine. La dopamine, ça éveille les neurones et ça les nourrit. Quand vos neurotransmetteurs sont rouillés, génétiquement, la dopamine n'arrive plus aux neurones. Les neurones commencent à s'endormir. À ce moment-là, les fonctions exécutives du cerveau paniquent. Ça crée une anxiété de fond. Ça donne des grandes anxiétés parfois. Et vont créer des activités perturbatrices. Alors, ça explique énormément d'addictions très fortes. Hein. Je parlais tout à l'heure d'une dame connue qui a au moins 2 addictions très connues. Et ça donne des addictions à des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir souvent. Hein, ou alors ils s'en sortent par la cocaïne. Pourquoi? Parce que ça donne un pic de dopamine. Et puis après, plus rien. En plus, dans les années 70, on avait trouvé un médicament, mais qui était dosé à dose très forte. Donc c'est pareil, il donnait un pic de dopamine et puis après des effets secondaires catastrophiques. Donc il y a une levée de bouclier assez logique contre ce médicament. Alors il y a eu une révolution en médecine il y a une dizaine d'années qui s'appelle les médicaments à libération progressive. Et ces médicaments à libération progressive, c'est grosso modo de l'homéopathie. C'est-à-dire, je sais vous donner le truc qui amène la dopamine au bon endroit, même si vos neurotransmetteurs sont rouillés. Donc, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus d'activités parasites qui sont créées, etc. Et je sais vous le libérer à dose homéopathique de façon à ce que ça ne vous crée pas des effets secondaires désagréables. Donc ça, c'est la partie génétique qui est indéniable. Maintenant, effectivement, c'est peut-être Sylvie Rouen qui est dans la salle, si elle veut bien prendre la parole, qui serait la mieux à même, parce que c'est une neurobiologiste de talent, de répondre sur la partie microbiote. Tu es là, Sylvie? Tu peux te lever et parler? Je ne sais pas s'il y a un micro qui peut monter au premier étage. Il arrive, hein, Sylvie. Le micro arrive. Elle va vous répondre. Elle va vous répondre. On va voir le temps qu'a mis Rocco. Pas mal, pas mal.
Bravo pour la S'améliorer encore un performance. peu, Hein. c'est bien. c'est Merci. bien. Alors, je suis microbiologiste. Pardon. Et donc, je travaille énormément sur l'aspect nutritionnel et donc le microbiote intestinal. Et en effet, il y a une neurochirurgienne russe qui s'appelle le docteur Natasha Campbell qui a abordé ce sujet en profondeur et j'aimerais que vous puissiez lire ce bouquin pour avoir en fait tout le fonctionnement, l'influence en fait de l'équilibre du microbiote intestinal sur tout ce qui est dépression, TDAH, épilepsie, schizophrénie, etc. Elle avait un fils en fait qui était autiste et en reprenant complètement l'alimentation et en expliquant en fait que beaucoup de ces déséquilibres de précurseurs de dopamine et de sérotonine sont en fait liés à cet équilibre intestinal, on peut, en réparant les parois intestinales et en équilibrant son microbiote, rétablir, en fait, guérir. Donc ce sont des recherches en ce moment dans le monde entier qui se font, enfin, qui sont très, très développées et où beaucoup de chercheurs, enfin beaucoup de laboratoires en France travaillent sur ce sujet et qui montrent bien que tous ces aspects psycho-émotionnels et physiologiques sont liés. On a l'axe intestin-cerveau qui est lié par le nerf vague qui fonctionne en permanence et on a ces allers-retours entre le microbiote et le cerveau en permanence. Donc oui, il y a un lien et ce sont des recherches qui sont en cours en ce moment. Merci beaucoup. Une question au fond à droite. C'est une fausse question. En fait, il s'est gratté. Là. Ok. Une question en haut. Bonjour, je vous remercie pour votre intervention et notamment sur le commentaire tout à l'heure où vous utilisiez l'hypersensibilité en ferme et elle tue. Je l'ai vécu dans mon proche environnement et je me posais du coup une question au sujet de ma sœur qui a toujours été cataloguée comme maniaco-dépressive avec des pathologies assez sévères en hôpitaux psychiatriques. Aujourd'hui, je me dis, en fait, il y a peut-être une question à se poser sur l'hypersensibilité. Alors, bon, il faut savoir où est. Alors, ma question, c'était finalement où est la frontière et comment on peut définir à quel moment le relais peut se faire de l'un à l'autre. Vous voulez répondre ou... Ok. J'aurais voulu que Cynthia, tu veux bien dire un mot sur le sujet? Oui, sur ce sujet-là, oui. Est-ce qu'on peut lui donner un micro? Donc Cynthia est philosophe et psychanalyste et donc elle exerce en hôpital. Donc la question c'est, est-ce qu'il y a eu un mauvais diagnostic? C'est ça que vous voulez éventuellement savoir, c'est ça? Non, tout simplement dans une histoire familiale finalement assez complexe où on se refile les mauvaises valeurs ou les mauvais éléments. On développe de vraies fragilités qui sont finalement bien partagées dans une fratrie et où se perdure une sorte à la fois d'hypersensibilité et d'incapacité à affronter l'existence de manière satisfaisante ou en tous les cas acceptable. Bon, de toute façon, c'est compliqué de vous répondre sur le diagnostic maniaco-dépressif. Ce qui est certain, c'est que vous avez deux types d'approches, et bien évidemment, il faut les relier au lieu de les opposer. Vous avez une approche qui a tendance à rendre vulnérable l'individu, et donc à essentiellement travailler sur le psychisme individuel, alors que vous avez toute une approche de psychodynamique qui, bien évidemment, considère que même un diagnostic maniaco-dépressif, il est sans cesse en relation avec ce qui a été vécu, et notamment ce que Laing a pu notamment appeler le nexus familial, c'est-à-dire le nœud de la famille. Bon, et le nexus familial au sens où il est intergénérationnel, c'est-à-dire qu'il est, bien évidemment, se pose dedans quantité d'histoires, de romans familiaux qui viennent là-dedans. Et si vous êtes un tout petit peu, et encore une fois, on a une tendance trop, caricaturale de voir ce qu'on a appelé l'antipsychiatrie, vous allez plutôt aller vers les approches de Bateson, de l'école de Palo Alto, vous allez plutôt aller vers ces approches très interactionnistes pour essayer de comprendre ce que l'on va appeler
soit un trouble bipolaire, soit un trouble ceci, soit carrément de la folie, et bien évidemment le jeu totalement sociétal qui s'organise autour de ça. Bon, donc moi j'ai une approche plutôt là-dedans, c'est-à-dire que bien évidemment, et je crois que tous les psychanalystes qui reçoivent soit du maniaco-dépressif, du bipolaire, ce qui est la même chose, du schizophrène, etc., immédiatement, très souvent, c'est de travailler sur aussi l'environnement. Et c'est ce qu'on ne fait pas, et on ne le fait pas généralement pour des problématiques d'ordre. Bon, et pas nécessairement de connaissances. Bon, donc ça, c'est un vaste sujet, mais je dirais que très souvent, hélas, en analyse, on fonctionne, et c'est encore une bonne chose, en colloque singulier, ce qui est nécessaire, mais hélas, il faudrait avoir tout ce qu'il y a autour du colloque singulier pour être un tout petit peu plus efficace, et notamment sur des troubles plus importants, plus dysfonctionnants, plus psychotiques en apparence. Merci Cynthia. Ariel, En peut-être réagir complément, Thierry, Ariel, alors, peut-être réagir. oui, je voulais qu'Ariel dise un mot en complément, mais juste avant, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que l'une des responsabilités qu'on peut avoir à titre individuel, c'est de mettre fin, quand c'est possible pour certaines personnes, une famille, à la chaîne du malheur transgénérationnel. Hein, il y a beaucoup de transgénérationnel, je crois, dans ce que vous exprimez. On pourrait en rediscuter, si vous voulez, plus tranquillement après la conférence. Mais en tout cas, voilà, ça peut être une approche de se dire, bon, il y a peut-être des choses qui ne sont pas réparables, mais à mon niveau, pour les générations qui suivent, qu'est-ce qui est réparé? Où est-ce que je peux arrêter la chaîne de la souffrance? Oui, alors moi, ça paraît clair. C'est vrai que je vois beaucoup de gens qui disent ça marche. Je vois beaucoup de gens, j'entends pas. Je vois beaucoup de gens qui viennent en disant j'ai un diagnostic de bipolarité, mais je n'ai que le côté dépressif. Ils n'ont même pas le plaisir d'avoir le côté joyeux, le moment où il y a un peu de toute puissance, tout ça, ils n'ont même pas. Alors, j'en vois énormément. J'ai l'impression que c'est quand même un peu la mode, si on peut dire, parce que. Mais quand j'entends monsieur parler de sa sœur, ça m'a fait penser à Camille Claudel. On ne saura jamais ce qu'avait Camille Claudel. Est-ce qu'elle était vraiment. Enfin, on ne connaît pas du tout. Elle est extraordinaire. Voilà, quelqu'un qui était doué. En tout cas, on sait qu'une chose, c'est qu'elle était douée. Et on sait une autre chose, c'est que sa famille n'a pas été vraiment très sympa. Ceci dit, on ne sait pas du tout. Mais c'est vrai que ça me faisait penser, voilà. Et vraiment, ça a collé. Là, ce n'est pas le cas, hein, puisque vous posez des questions. Et donc, ces gens-là, ces gens que je vois qui sont doués, hein, objectivement doués, même des tests, etc., c'est que toutes les émotions sont vécues d'une façon amplifiée. Et quand ils sont contents, ils sont vraiment contents. Quand ils sont tristes, ça bascule. Mais vous voyez, les enfants, par exemple, c'est extraordinaire. Ils ratent quelque chose, ils ne savent pas, il y a quelque chose, un test, il y a quelque chose qui rate. Ils basculent, mais ils sombrent, ils coulent. Ils sont complètement déboussolés, désespérés sur le thème. Voilà, j'ai rencontré mes limites, c'est fini, je ne suis plus bon à rien. C'est extraordinaire à quel point ils peuvent, quand on parle des émotions, c'est même plus que ça, ils basculent parce qu'ils ont raté un assemblage de cubes. Ils n'y arrivent pas. Et alors, si on n'y prend pas garde, effectivement, ces adultes, ils passent comme ça par ces oscillations. Si personne, si l'entourage n'arrive pas à relativiser ce que je vois, les enfants que je vois qui sont comme ça, si rien n'est fait, plus tard on dira ils sont bipolaires. Bon, les parents sont venus, on a fait un test, on a cerné les causes. Comme dit Cynthia Fleury, c'est très important, je dis aussi les causes. Il faut vraiment cerner les causes. Qu'est-ce qui déclenche ça? Et là, on arrive à leur donner des moyens, des méthodes, parfois des techniques simplement pour éviter que ça bascule complètement parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont démunis de tout. Mais des adultes pseudo-bipolaires, j'en vois, je ne sais pas combien, des dizaines par an. Hein. Il y a un site, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui s'appelle Régis Blin qui a ouvert un site destiné aux personnes bipolaires douées, dont on ne sait pas si elles sont l'un ou l'autre. Voilà, ça c'est
parce qu'on amplifie les émotions. Parce que les émotions sont amplifiées à un degré extrême qui ne rentre pas dans les normes. Merci beaucoup, monsieur. Je vois qu'il y a une question. Oui. J'ai été beaucoup impressionné par l'intervention filmée de Cédric Villani, parce que, outre le fait que donc il a l'air d'avoir quelques capacités, ce garçon, il est passé d'une assez grande douleur et d'un assez grand isolement à une ouverture vers l'autre. Et je pense que lui, il a vécu son HQI sur le domaine de la responsabilité. D'ailleurs, de la responsabilité qu'il avait à apporter au monde, et ensuite à la responsabilité qu'il avait à apporter aux autres par le lien. Ce que j'ai entendu ce matin, il y a quelque chose qui n'a pas été tellement abordé, c'est la différence entre la responsabilité et la culpabilité. Parce que souvent il y a une culpabilité pour les gens qui ont des capacités et qui n'aboutissent pas à grand-chose. Et cette culpabilité, elle s'inverse à un moment dans la culpabilité que l'on rejette sur le reste du monde, en disant que c'est le reste du monde qui est coupable du fait que l'on n'a pas réussi. Et je pense que l'articulation responsabilité-culpabilité me semble important. Qu'est-ce que vous en pensez? J'étais très intéressée, je n'ai pas du tout pensé. Mon Dieu, oh là là, mais pourquoi c'est moi? Non, mais bon, ok, je prends. Responsabilité. Je prends. Non, je pense qu'il y a un travail qui peut être fait au niveau des émotions. Il y a une grosse différence entre la conception occidentale et la conception orientale. En Orient, on ne dit pas j'ai un corps, on dit je suis un corps. Et on travaille sur la façon dont les énergies circulent, dans la façon dont les émotions ne restent pas bloquées. Donc quand on prend les émotions de base, et donc la culpabilité en fait partie, je pense que la chose qu'on peut faire, et on vous donne pas mal de tuyaux dans le bouquin sur comment faire, c'est effectivement de ne pas être bloqué par sa culpabilité, de pouvoir l'accueillir, de pouvoir la considérer comme faisant partie on va dire, de notre éducation, du milieu dans lequel on baigne, d'une réaction normale, et pour chacune des émotions, que ça soit de bons serviteurs et de mauvais maîtres. J'avais produit dans Mensa un petit poème justement sur la tempérance des émotions. Vous vous rappelez peut-être que la tempérance, c'était la qualité que les anciens Grecs et Romains plaçaient au-dessus de toutes les autres qualités, c'est-à-dire la capacité vis-à-vis d'une émotion à la fois être capable de l'accueillir et à la fois de ne pas en être envahi. Donc je crois qu'en fait, la responsabilité, oui, bien sûr, il faut prendre sa responsabilité, mais sans forcément être brûlé de perfectionnisme. Donc en même temps, on en parlait avec Odile tout à l'heure, accueillir l'imperfection. C'est Christophe André, Un parfait libre et heureux. C'est le livre de Tal Ben-Shahar sur l'imperfection, écrit par un perfectionniste. Donc la responsabilité, mais pas la responsabilité oppressante, et la culpabilité plutôt comme un serviteur, un bon serviteur, donc qui nous indique, qui nous fait penser à des choses, qui nous évite d'être insouciants, qui nous évite d'être égoïstes, mais pas forcément la culpabilité qui nous maîtrise et qui nous paralyse. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que la culpabilité devienne un alibi. Elle peut être un prétexte, un alibi, dire je ne fais pas parce que je ne m'en sens pas capable, je suis coupable de ne pas m'en sentir capable, et donc on ne fait rien. C'est vraiment un sentiment destructeur qui n'apporte rien et qui mine les gens. Mais en même temps, je suis pas sûre que ça soit 100% bonne foi. J'ai l'impression que quand les gens se sentent trop coupables, il y a quelque chose de faussé. Peut-être une dernière question, monsieur. Les deux dernières, on les prend simultanément. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'hypersensibilité tue. Et Ariel Hada a aussi abordé la notion de la conscience de mort chez les enfants. Je voulais savoir s'il y avait un lien entre les deux. Et surtout, nous, en tant que parents, on est toujours, je ne sais jamais, justement, face à cette conscience de la mort qui est très perspicace, comme vous dites. Je ne sais pas comment échanger dessus. Voilà. Non, moi, ce que j'ai dit, c'est que les enfants détectent sans blocage, sans ces paroles
pseudo-rassurantes qui relativisent. Quand quelqu'un leur en veut, quand quelqu'un est une âme mauvaise, diront, ils le détectent, ils le reçoivent 100%, et pour eux, c'est quelqu'un qui veut les tuer. Il n'y a pas de... Nous, on dit non, mais non, enfin, il y a des raisons, des excuses, etc. Tandis que les enfants, si quelqu'un est en colère contre eux, ils pensent sincèrement, fondamentalement, qu'on va les tuer. Ce n'est pas conscience de la mort, puisque je parle des contes de fées. C'est vrai que dans les contes, ça finit bien, on ne meurt pas. Enfin, on n'a pas été loin. Hein. Si, enfin, on peut dormir 100 ans quand même. Et, là, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est quand les émotions passent comme ça, quand la colère des gens passe, quelqu'un en colère peut tuer, ça arrive. Et après, il est même acquitté parce qu'il était en colère. Donc les enfants le prennent au pied de la lettre. La colère, le désir de détruire, ils le prennent au pied de la lettre parce qu'ils le reçoivent, ils ne pondèrent pas, ils ne tempèrent pas. Ils ne tempèrent pas, ils ne pondèrent pas les sentiments des gens. Il y a peut-être deux autres petites choses à rajouter. La première chose, c'est, je crois qu'Ariel en parlerait beaucoup mieux que moi, l'idée de la mort, l'idéation de la mort vient très tôt chez les précoces et peut être parfois assez obstinée, envahissante, etc. Donc ça, c'est quelque chose à prendre avec beaucoup de considération, avec des bons spécialistes. C'est pas quelque chose qui se gère facilement seul. Et puis, il y a à l'adolescence, là où il y a vraiment un risque beaucoup plus élevé, il y a ce qui est de l'ordre de la souffrance insoutenable. C'est-à-dire la mort comme solution. Et c'est vrai aussi pour des adultes de tous âges. Hein. Je veux dire, j'ai donné l'exemple d'une fillette de 9 ans, j'aurais pu donner celle de gens beaucoup plus âgés. C'est que même quand on est mère de famille, on a 2 enfants, on a fait son boulot à un moment, on n'en peut plus, quoi. On a tout fait, comme disait Monique, avec un faux self qui allait bien. On a coché toutes les bonnes cases, on est juste épuisé. Et en fait, l'idée à mettre là-dessus, qui est très très difficile pour un certain nombre d'entre nous, c'est d'arriver à mettre de la bienveillance vers soi. C'est-à-dire d'avoir assez de bienveillance pour se mettre en sécurité et pour faire une pause. Et c'est vrai aussi pour les proches. C'est-à-dire d'être capable de voir que le jeune étudiant, il ne s'est pas juste arrêté dans ses études, il se met en sécurité. Le jeune adulte qui ne va pas vers le monde du travail, il s'est mis en sécurité. Et quelque part, il fait quand même un cadeau, c'est qu'il est toujours vivant. Oui, les enfants veulent mourir. Les enfants, pour eux, la mort, c'est pas très important. Ils ne réalisent pas quand ils disent qu'ils veulent mourir, qu'ils vont mourir, ils ne réalisent pas. D'un autre côté, ce qui frappe, c'est qu'à 2 ans ou 3 ans, ils commencent à dire, dès qu'ils parlent, ils commencent à dire, et après, la mort, qu'est-ce que c'est, pourquoi on disparaît, c'est une angoisse terrible. Ils s'imaginent, ils ne pensent pas à leur propre mort. Ils se disent, un jour, mes parents vont mourir, et qu'est-ce que je vais devenir? Ça arrive quand des grands-parents meurent, ils sont affectés, bien sûr, mais ils sont surtout affectés parce que leur père ou leur mère a perdu son père ou sa mère et s'identifie à celui de ses parents qui a perdu son parent. Ils se mettent à sa place et ils se disent, mais qu'est-ce que je deviendrai? D'un autre côté, admettre que la mort existe, il faut admettre que la mort existe. Ça fait partie du parcours initiatique de la vie, de renoncer à la toute-puissance un petit peu. Seulement, c'est tôt. Voilà. Ils le font tôt. Je suis un peu le mauvais rôle qui est le maître du temps, malgré tout, et avec des contraintes. Vous l'avez compris ce matin. Peut-être une synthétique, une question pour conclure. Voilà. D'abord, madame, et après vous. Ce n'était pas vraiment une question, je voulais dire, on a parlé de l'hypersensibilité qui tue, qui enferme, mais qui est aussi une source créative fabuleuse, parce que la peur, la culpabilité, toutes ces émotions négatives, on parlait des gens nocifs, des gens qui peuvent être mauvais pour nous, mais à l'intérieur de nous-mêmes aussi, on a toutes sortes de réactions négatives et qui sont nocives. À partir du moment où on arrive à, comme vous le dites, les accueillir, et tout en n'étant pas envahi, à ce moment-là, on est capable dans l'interaction où on est, dans la situation qui a fait naître ces émotions, de leur faire perdre leur puissance négative et de les remplacer par d'autres énergies qui sont créatrices d'une autre réalité. Donc cette sensibilité, elle est aussi créatrice de la réalité. Et ça, je trouve que c'est quelque chose sur lequel on n'a pas beaucoup insisté aujourd'hui. Mais l'hypersensibilité, ce n'est pas seulement une capacité de percevoir le monde,
mais c'est aussi une capacité de faire advenir le monde dont on rêve et dont on a besoin. Voilà. Merci, madame, pour ce beau témoignage. C'est tout à fait juste et c'est un thème, ça a été un thème, je pense, pour tous les responsables de communication de Mensa, d'insister effectivement sur les bons côtés et les réussites. Aux États-Unis, les guépards, on les appelle les doubles exceptionnels ou les twice exceptionnels, ou exceptionnels à double titre. Pourquoi? Parce que effectivement, si on n'est pas dans le déni des fragilités, si on adresse les fragilités comme on vient de le faire aujourd'hui à travers toutes ces conférences, alors effectivement, les gens peuvent donner tout leur potentiel, et notamment, grâce à la hypersensibilité, tout leur potentiel de créativité. Vous, madame, la dernière question. Je ne voulais pas parler de ça. J'ai le cœur qui bat très très vite, mais j'ai l'arme de courage. Juste pour étayer ce qu'elle disait, et il n'y a pas de création sans émotion. Peut-être que c'est une idée que je lance comme ça, mais c'est l'émotion qui va générer la création. Et quand on a une bonne idée, on est toujours content. Quand on a une idée comme ça, c'est « Oh, tiens, j'ai une idée !» et on sourit, on est content. Je voulais juste mettre en lien l'émotion et la création. Je vous remercie de ce beau cadeau. J'aimerais bien, je ne sais pas si Emma est dans la salle. Emma, es-tu là? Bon, Emma est déjà repartie à Paris. Non, elle est là. Tu veux bien te lever et nous parler un petit peu de la création artistique liée à l'émotion? En quelques mots. Je voulais juste finir. J'ai pas fini. Pardon, madame. En fait, c'est bien, ça lui laisse un peu de temps pour préparer. Je vais venir au sujet de ce pourquoi j'ai pris le micro. J'ai beaucoup entendu au cours de la journée comme solution de se reconnecter à soi et d'être bienveillant avec soi-même. Mais je trouve que les chemins de ça ne sont pas si évidents que ça, parce que je crois que c'est quelque chose qui s'apprend. Je voulais juste témoigner de la CNV, la communication non violente, qui est un outil formidable pour pouvoir se rapprocher de soi, et puis des IFS, Internal Functionment System, des multiples parts intérieures de soi-même, dans lesquelles on peut mettre à distance et pouvoir accueillir avec tendresse toutes les parts en nous qui sont des parts blessées, et puis se reconnecter à son self, c'est-à-dire cet endroit où on va toujours bien, cet endroit qui a du courage, de la compassion, de la créativité, de la curiosité, qui est cet endroit dans lequel on peut s'accueillir et trouver une solidité intérieure. Mais ce n'est pas sans travail, et il y a ces deux techniques que j'ai trouvées formidables. Voilà, je voulais témoigner de ça. Merci madame. Tant que le micro va jusqu'à Emma, je voulais juste vous dire sur la CNV, la communication non violente, finalement c'est complètement dans le thème de la journée, madame a raison, c'est finalement, je débranche le jugement et je parle de mon ressenti sur l'autre. Et effectivement, je désamorce le conflit parce que je ne parle que de mon ressenti qui n'appelle pas de commentaires particuliers. Je suis triste, je suis en colère, etc. Donc c'est vrai que la communication non violente, c'est un très très bon outil face à des hypersensibles, on ne l'a pas dit aujourd'hui, mais qui sont aussi des hypersusceptibles. On vous écoute. Alors moi, je vais un tout petit peu effectivement compléter avec l'approche artistique dans le cadre de mes activités professionnelles. Et donc en découvrant de nouveaux talents qui sont très souvent des personnes qui se sont inscrites dans des parcours professionnels très classiques, très typiques, et qui d'un seul coup réalisent que le bonheur peut être ailleurs et que finalement, s'ils suivent un peu leur intuition et leur courage, ils parviennent à développer une volonté qui est celle de changer et d'un seul coup de se découvrir au niveau du plan émotionnel. Et pour certains, sur le tard d'ailleurs, parce que généralement en moyenne c'est après 40 ans, on voit très facilement des personnes qui se disent « tiens, je ne savais pas que j'étais capable de faire ça », qui reprennent une forme de confiance. Donc ça, c'est déjà un premier message. La deuxième chose, effectivement, à travers les propos que disait madame sur le plan émotionnel et toute la création artistique, d'un seul coup, il y a une forme de fer de lance parce que ces personnes commencent et puis ça y est, elles ne veulent pas s'arrêter. Donc ça, ce sont toujours des très beaux témoignages que nous avons quand nous rencontrons ces artistes. Et dans le cœur du sujet d'aujourd'hui, cette sursensibilité permet pour beaucoup de trouver un équilibre dans ces cas-là. Et ça c'est un point positif. Maintenant, faut-il effectivement écouter sa sensibilité, ne pas en avoir peur, et d'un seul coup pouvoir se dire je peux être capable, et je peux être capable. Alors pour ces personnes-là, c'est qui ont été soit dans la finance, le marketing, la communication, donc des secteurs stricts, plus stricts que les métiers artistiques, et d'un seul coup qui se disent bah voilà, je peux le faire grâce à ma sensibilité. Donc là, la sensibilité
n'est plus un handicap, mais ça devient un moteur. Merci beaucoup pour ce témoignage et merci beaucoup à Ariel Hada, Thierry Brunel, voilà, pour d'être venus partager avec nous. Merci de les applaudir.